Acte 3, scène 1. La baronne, Frontin, Lisette. La baronne. Eh bien, Frontin, as-tu commandé le souper? Fera-t-on grande chère? Frontin. Je vous en réponds, madame. Demandez à Lisette de quelle manière je régale pour mon compte. Et jugez par là de ce que je sais faire lorsque je régale aux dépens des autres. Lisette. Il est vrai, madame, vous pouvez vous en fier à lui. Frontin. Monsieur le chevalier m'attend. Je vais lui rendre compte de l'arrangement de son repas, et puis je viendrai ici prendre possession de monsieur Turcaret, mon nouveau maître. Il sort. Scène 2. La baronne, Lisette. Lisette. Ce garçon-là est un garçon de mérite, madame. La baronne. Il me paraît que vous n'en manquez pas, vous. Lisette. Il a beaucoup de savoir-faire. Je ne vous crois pas moins habile. Je serais bien heureuse, madame, si mes petits talents pouvaient vous être utiles. Je suis contente de vous, mais j'ai un avis à vous donner. Je ne veux pas qu'on me flatte. Je suis ennemie de la flatterie. Surtout quand je vous consulterai sur des choses qui me regarderont, soyez sincère. Je n'y manquerai pas. Je vous trouve pourtant trop de complaisance. À moi, madame? Oui, vous ne combattez pas assez les sentiments que j'ai pour le chevalier. Et pourquoi les combattre? Ils sont si raisonnables. J'avoue que le chevalier me paraît digne de toute ma tendresse. J'en fais le même jugement. Il a pour moi une passion véritable et constante. Un chevalier fidèle et sincère, on n'en voit guère comme cela. Aujourd'hui même, encore, il m'a sacrifié une comtesse. Une comtesse? Elle n'est pas à la vérité dans la première jeunesse. C'est ce qui rend le sacrifice plus beau. Je connais, messieurs les chevaliers, une vieille dame leur coûte plus qu'une autre à sacrifier. Il vient de me rendre compte d'un billet que je lui ai confié, que je lui trouve de bonne foi. Cela est admirable. Il a une probité qui va jusqu'au scrupule. Mais voilà un chevalier unique en son espèce. Taisons-nous, j'aperçois monsieur Turcaret. Scène 3. Monsieur Turcaret, Lisette, la baronne. Monsieur Turcaret. Je viens, madame. Vous avez une nouvelle femme de chambre. La baronne. Oui, monsieur. Que vous semble de celle-ci? Monsieur Turcaret. Ce qu'il m'en semble, elle me revient assez. Il faudra que nous fassions connaissance. Lisette. La connaissance sera bientôt faite, monsieur. La baronne à Lisette. Vous savez qu'on soupe ici. Donnez ordre que nous ayons un couvert propre et que l'appartement soit bien éclairé. Monsieur Turcaret. Je crois cette fille-là fort raisonnable. La baronne. Elle est fort dans vos intérêts, du moins. Monsieur Turcaret. Je lui en sais bon gré. Je viens, madame, de vous acheter pour 10 000 francs de glace, de porcelaine et de bureaux. Ils sont d'un goût exquis. Je les ai choisis moi-même. La baronne. Vous êtes universel, monsieur. Vous vous connaissez à tout. Monsieur Turcaret. Oui, grâce au ciel et surtout en bâtiment, vous verrez l'hôtel que je vais faire bâtir. La baronne. Quoi? Vous allez faire bâtir un hôtel? Monsieur Turcaret. J'ai déjà acheté la place qui contient 4 arpents, 6 perches, 9 toises, 3 pieds et 11 pouces. N'est-ce pas là une belle étendue? La baronne. Fort belle. Monsieur Turcaret. Le logis sera magnifique. Je ne veux pas qu'il y manque un zéro. Je le ferai plutôt abattre 2 ou 3 fois. La baronne. Je n'en doute pas. Monsieur Turcaret. Malpeste. Je n'ai garde de faire quelque chose de commun. Je me ferai siffler de tous les gens d'affaires. La baronne. Assurément. Monsieur Turcaret. Quel homme entre ici? La baronne. C'est ce jeune marquis dont je vous ai dit que Marine avait épousé les intérêts. Je me passerai bien de ses visites. Elles ne me font aucun plaisir. Scène 4. Monsieur Turcaret, la baronne, le marquis. Le marquis. Je parie que je ne trouverai point encore ici le chevalier. Monsieur Turcaret. Bah, morbleu, c'est le marquis de la Trébaudière. La fâcheuse rencontre. Le marquis. Il y a près de 2 jours que je le cherche. Et que vois-je? Oui, non, pardonnez-moi, justement, c'est lui-même, monsieur Turcaret. Que faites-vous de cet homme-là, madame? Vous le connaissez? Vous empruntez sur gage, pas le sang bleu, il vous ruinera. La baronne. Monsieur le marquis. Le marquis. Il vous pillera, il vous écorchera, je vous en avertis. C'est l'usurier le plus vif. Il vend son argent au poids de l'or. Monsieur Turcaret. Bah, j'aurais mieux fait de m'en aller. La baronne. Vous méprenez, monsieur le marquis. Monsieur Turcaret passe dans le monde pour un homme de bien et d'honneur. Le marquis.
Aussi l'est-il, madame, aussi l'est-il. Il aime le bien des hommes et l'honneur des femmes. Il a cette réputation-là. Monsieur Turcaret. Vous aimez à plaisanter, monsieur le marquis. Il est badin, madame, il est badin. Ne le connaissez-vous pas sur ce pied-là? La baronne. Oui, je comprends bien qu'il badine, ou qu'il est mal informé. Le marquis. Mal informé. Morbleu, madame. Personne ne saurait vous en parler mieux que moi. Il a de mes nippes actuellement. Monsieur Turcaret. De vos nippes, monsieur? Oh, je ferais bien serment du contraire. Le marquis. Ah, parbleu, vous avez raison. Le diamant est à vous à l'heure qu'il est, selon vos conventions. Je l'ai laissé passer le terme. La baronne. Expliquez-moi tous deux cette énigme. Monsieur Turcaret. Il n'y a point d'énigme là-dedans, madame. Je ne sais ce que c'est. Le marquis. Il a raison, cela est fort clair. Il n'y a point d'énigme. J'eus besoin d'argent il y a 15 mois, j'avais un brillant de 500 louis. On m'adressa à monsieur Turcaret. Monsieur Turcaret me renvoya à un de ses commis, à un certain monsieur Rafle. C'est celui qui tient son bureau d'usure. Cet honnête monsieur Rafle me prêta sur ma bague 1132 livres, 6 sous, 8 deniers. Il me prescrivit un temps pour la retirer. Je ne suis pas fort exact, moi. Le temps est passé, mon diamant est perdu. Monsieur Turcaret. Monsieur le marquis, ne me confondez point avec monsieur Rafle, je vous prie. C'est un fripon que j'ai chassé de chez moi. S'il a fait quelque mauvaise manœuvre, vous avez la voix de la justice. Je ne sais ce que c'est que votre brillant. Je ne l'ai jamais vu ni manié. Le marquis. Il me venait de ma tante. C'était un des plus beaux diamants. Il était d'une netteté, d'une forme, d'une grosseur, à peu près comme... Il regarde le diamant de la baronne. Le voilà, madame. Vous en êtes accommodée avec monsieur Turcaret, apparemment. La baronne. Autre méprise, monsieur. Je l'ai acheté assez cher, même, d'une revendeuse à la toilette. Le marquis. Cela vient de lui, madame. Il a des revendeuses à sa disposition. Et à ce qu'on dit même, dans sa famille. Monsieur Turcaret. Monsieur, la baronne. Vous êtes insultant, monsieur le marquis. Le marquis. Non, madame, mon dessein n'est pas d'insulter. Je suis trop serviteur de monsieur Turcaret, quoiqu'il me traite durement. Nous avons eu autrefois ensemble un petit commerce d'amitié. Il était laquais de mon grand-père. Il me portait dans ses bras. Nous jouions tous les jours ensemble. Nous nous quittions presque point. Le petit ingrat ne s'en souvient plus. Monsieur Turcaret. Je me souviens. Le temps est passé. Je ne songe qu'au présent. La baronne. De grâce, monsieur le marquis, changeons de discours. Vous cherchez monsieur le chevalier? Le marquis. Je le cherche partout, madame. Au spectacle, au cabaret, au bal, au lance-quenet. Je ne le trouve nulle part. Ce coquin se débauche, il devient libertin. La baronne. Je lui en ferai des reproches. Le marquis. Je vous en prie. Pour moi, je ne change point. Je mène une vie réglée. Je suis toujours à table et l'on me fait crédit chez Fitte et chez la Morlière parce que l'on sait que je dois bientôt hériter d'une vieille tante et qu'on me voit une disposition plus que prochaine à manger sa succession. La baronne. Vous n'êtes pas une mauvaise pratique pour les traiteurs. Le marquis. Non, madame, ni pour les traitants, n'est-ce pas, monsieur Turcaret? Ma tante pourtant veut que je me corrige, et pour lui faire accroire qu'il y a déjà du changement dans ma conduite, je vais la voir dans l'état où je suis. Elle sera toute étonnée de me trouver si raisonnable, car elle m'a presque toujours vue ivre. La baronne. Effectivement, monsieur le marquis, c'est une nouveauté que de vous voir autrement. Vous avez fait aujourd'hui un excès de sobriété. Le marquis. J'ai soupé hier avec 3 des plus jolies femmes de Paris. Nous avons bu jusqu'au jour et j'ai été faire un petit chum chez moi afin de pouvoir me présenter à jeun devant ma tante. La baronne. Vous avez bien de la prudence. Le marquis. Adieu, ma tout aimable. Dites au chevalier qu'il se rende un peu à ses amis. Prêtez-le nous quelquefois, où je viendrai si souvent ici que je l'y trouverai. Adieu, monsieur Turcaret. Je n'ai point de rancune au moins. Touchez-la, renouvelons notre ancienne amitié, mais dites un peu à votre âme damnée, à ce monsieur Rafle, qu'il me traite plus humainement la première fois que j'aurai besoin de lui. Scène 5. Monsieur Turcaret, la baronne. Monsieur Turcaret. Voilà une mauvaise connaissance, madame. C'est le plus fou et le plus grand menteur que je connaisse. La baronne. C'est en dire beaucoup. Que j'ai souffert pendant cet entretien. Je m'en suis aperçue. Je n'aime point les malhonnêtes gens. Vous avez bien raison. J'ai été si surpris d'entendre les choses qu'il a dites que je n'ai pas eu la force de répondre. Ne l'avez-vous pas remarqué? Vous en avez usé sagement. J'ai admiré votre modération.
Moi, usurier! Quelle calomnie! Cela regarde plus monsieur Rafle que vous. Vouloir faire aux gens un crime de leur prêter sur gage, il vaut mieux prêter sur gage que prêter sur rien. Assurément. Me venir dire au nez que j'ai été laquais de son grand-père, rien n'est plus faux, je n'ai jamais été que son homme d'affaires. Quand cela serait vrai, le beau reproche, il y a si longtemps, cela est prescrit. Oui, sans doute. Ces sortes de mauvais contes ne font aucune impression sur mon esprit. Vous êtes trop bien établi dans mon cœur. C'est trop de grâce que vous me faites. Vous êtes un homme de mérite. Vous vous moquez. Un vrai homme d'honneur. Oh, point du tout. Et vous avez trop l'air et les manières d'une personne de condition pour pouvoir être soupçonné de l'être pas. Scène 6. Monsieur Turcaret, la baronne, Flamand. Flamand. Monsieur? Monsieur Turcaret. Que me veux-tu? Flamand. Il est là-bas qui vous demande. Monsieur Turcaret. Qui? Butor. Flamand. Ce monsieur, vous savez, là, ce monsieur quelque chose. Monsieur Chose? Eh oui, ce commis que vous aimez tant, André, qu'il vient pour deviser avec vous tout aussitôt, vous faites sortir tout le monde et ne voulez pas que personne vous écoute. C'est monsieur Raff, apparemment. Oui, tout feindré, monsieur, c'est lui-même. Je vais le trouver, qu'il m'attende. La baronne, ne disiez-vous pas que vous l'aviez chassé? Monsieur Turcaret. Oui, c'est pour cela qu'il vient ici, il cherche à se raccommoder. Dans le fond, c'est un assez bon homme de confiance. Je vais savoir ce qu'il me veut. La baronne. Et non, faites-le monter, Flamand. Monsieur, vous lui parlerez dans cette salle. N'êtes-vous pas ici chez vous? Vous êtes bien honnête, madame. Je ne veux point troubler votre conversation. Je vous laisse. N'oubliez pas la prière que je vous ai faite en faveur de Flamand. Mes ordres sont déjà donnés. Pour cela, vous serez contente. Scène 7. Monsieur Turcaret, monsieur Rafle. Monsieur Turcaret. De quoi est-il question, monsieur Rafle? Pourquoi me venir chercher ici? Ne savez-vous pas bien que quand on vient chez les dames, ce n'est pas pour y entendre parler d'affaires? Monsieur Rafle. L'importance de celle que j'ai à vous communiquer doit me servir d'excuse. Qu'est-ce que c'est donc que ces choses d'importance? Peut-on parler librement? Oui, vous le pouvez, je suis le maître, parlez. Monsieur Rafle, regardant dans un bordereau. Premièrement, cet enfant de famille à qui nous prêtâmes l'année passée 3000 livres et à qui je fis faire un billet de 9 par votre ordre, se voyant sur le point d'être inquiété par le paiement, a déclaré la chose à son oncle le président, qui de concert avec toute la famille travaille actuellement à vous perdre. Monsieur Turcaret. Peine perdue que ce travail-là. Laissons-les venir, je ne prends pas facilement l'épouvante. Monsieur Rafle, après avoir regardé dans son bordereau. Ce caissier que vous aviez cautionné et qui vient de faire banqueroute de 200 000 écus. C'est par mon ordre qu'il a... Je ne sais où il est. Mais les procédures se font contre vous. L'affaire est sérieuse et pressante. On l'accommodera. J'ai pris mes mesures. Cela sera réglé demain. J'ai peur que ce ne soit trop tard. Vous êtes trop timide. Avez-vous passé chez ce jeune homme de la rue Quincapoix, à qui j'ai fait avoir une caisse? Oui, monsieur. Il veut bien vous prêter 20 000 francs des premiers deniers qu'il touchera, à condition qu'il fera valoir à son profit ce qui pourra rester à la compagnie, et que vous prendrez son parti si l'on vient à s'apercevoir de la manœuvre. Cela est dans les règles, il n'y a rien de plus juste. Voilà un garçon raisonnable. Vous lui direz, monsieur Rafle, que je le protégerai dans toutes ses affaires. Y a-t-il encore quelque chose? Monsieur Rafle, après avoir regardé dans le bordereau. Ce grand homme sec qui vous donna il y a 2 mois 2000 francs pour une direction que vous lui avez fait avoir à Valogne. Eh bien, il lui arrivait malheur. Quoi? On a surpris sa bonne foi, on lui a volé 15 000 francs. Dans le fond, il est trop bon. Trop bon, trop bon. Et pourquoi diable s'est-il donc mis dans les affaires? Trop bon, trop bon. Il m'a écrit une lettre fort touchante, par laquelle il vous prie d'avoir pitié de lui. Papier perdu, lettre inutile. Et de faire en sorte qu'il ne soit point révoqué. Je ferai plutôt en sorte qu'il le soit. L'emploi me reviendra, je le donnerai à un autre pour le même prix. C'est ce que j'ai pensé comme vous. J'agirai contre mes intérêts. Je mériterai d'être cassé à la tête de la compagnie. Je ne suis pas plus sensible que vous aux plaintes des sots. Je lui ai déjà fait réponse et lui ai mandé tout net qu'il ne devait point compter sur vous. Non, parbleu. Monsieur Rafle, regardant dans son bordereau. Voulez-vous
prendre au denier 14,5 000 francs qu'un honnête serrurier de ma connaissance a amassé par son travail et par ses épargnes. Oui, cela est bon, je lui ferai ce plaisir-là. Allez me le chercher, je serai au logis dans un quart d'heure, qu'il apporte l'espèce. Allez. Monsieur Rafle, s'en allant et revenant. J'oubliais la principale affaire, je ne l'ai pas mise sur mon agenda. Qu'est-ce que c'est que cette principale affaire? Une nouvelle qui vous surprendra fort. Madame Turcaret est à Paris. Parlez bas, monsieur Rafle, parlez bas. Je la rencontrai hier dans un fiacre avec une manière de jeune seigneur dont le visage ne m'est pas tout à fait inconnu. Et je viens de trouver dans cette rue-ci, en arrivant... Vous ne lui parlez point. Non, mais elle m'a fait prier ce matin de vous en rien dire et de vous faire souvenir seulement qu'il lui est dû 15 mois de la pension de 4 000 livres que vous lui donnez pour la tenir en province. Elle ne s'en retournera point qu'elle ne soit payée. Oh, ventre bleu, monsieur Rafle, qu'elle le soit. Défaisons-nous promptement de cette créature-là. Vous lui porterez dès aujourd'hui les 500 pistoles du serrurier, mais qu'elle parte dès demain. Oh, elle ne demandera pas mieux. Je vais chercher le bourgeois et le mener chez vous. Vous m'y trouverez. Scène 8. Monsieur Turcaret, seul. Malpeste. Ce serait une sotte aventure si madame Turcaret s'avisait de venir dans cette maison. Elle me perdrait dans l'esprit de ma baronne, à qui j'ai fait accroire que j'étais veuf. Scène 9. Monsieur Turcaret, Lisette. Lisette. Madame m'a envoyé savoir, monsieur, si vous aviez encore affaire ici. Monsieur Turcaret. Je n'en avais point, mon enfant, ce sont des bagatelles, dont de pauvres diables de commis s'embarrassent la tête, parce qu'ils ne sont pas faits pour les grandes choses. Scène 10. Monsieur Turcaret, Lisette, Frontin. Frontin. Je suis ravie, monsieur, de vous trouver en conversation avec cette aimable personne. Quelque intérêt que j'y prenne, je me garderai bien de troubler un si doux entretien. Monsieur Turcaret. Tu ne sauras point de trop. Approche, Frontin. Je te regarde comme un homme tout à moi, et je veux que tu m'aides à gagner l'amitié de cette fille-là. Lisette. Cela ne sera pas bien difficile. Frontin. Oh, pour cela non, je ne sais pas, monsieur. Sous quelle heureuse étoile vous êtes né, mais tout le monde a naturellement un grand faible pour vous. Monsieur Turcaret. Cela ne vient point de l'étoile, cela vient des manières. Lisette. Vous les avez si belles, si prévenantes. Monsieur Turcaret. Comment le sais-tu? Lisette. Depuis le temps que je suis ici, je n'entends dire autre chose à madame la baronne. Monsieur Turcaret. Tout de bon. Frontin. Cette femme-là ne saurait cacher sa faiblesse. Elle vous aime si tendrement. Demandez à Lisette. Lisette. Oh, c'est vous qu'il en faut croire, monsieur Frontin. Frontin. Non, je ne comprends pas moi-même tout ce que je sais là-dessus. Ce qui m'étonne davantage, c'est l'excès où cette passion est parvenue, sans pourtant que monsieur Turcaret se soit donné beaucoup de peine pour chercher à la mériter. Monsieur Turcaret. Comment l'entends-tu? Frontin. Je vous ai vu 20 fois, monsieur. Manquer d'attention pour certaines choses. Monsieur Turcaret. Oh, parbleu, je n'ai rien à me reprocher là-dessus. Lisette. Oh non, je suis sûre que monsieur n'est pas homme à laisser échapper la moindre occasion de faire plaisir aux personnes qu'il aime. Ce n'est que par là qu'on mérite d'être aimé. Frontin. Cependant, monsieur ne le mérite pas autant que je le voudrais. Monsieur Turcaret. Explique-toi donc. Frontin. Oui, mais ne trouvez-vous point mauvais qu'en serviteur fidèle et sincère, je prenne la liberté de vous parler à cœur ouvert? Monsieur Turcaret. Parle. Frontin. Vous ne répondez pas assez à l'amour que madame la baronne a pour vous. Monsieur Turcaret. Je n'y réponds pas. Frontin. Non, monsieur, je t'en fais juge, Lisette. Monsieur, avec tout son esprit, fait des fautes d'attention. Monsieur Turcaret. Qu'appelles-tu donc des fautes d'attention? Frontin. Un certain oubli, une certaine négligence. Monsieur Turcaret. Mais encore? Frontin. Mais par exemple, n'est-ce pas une chose honteuse que vous n'ayez pas encore songé à lui faire présent d'un équipage? Lisette. Ah, pour cela, monsieur, il a raison. Vos commis en donnent bien à leur maîtresse. Monsieur Turcaret. À quoi bon un équipage? N'a-t-elle pas le sien dont elle dispose quand il lui plaît? Frontin. Oh, monsieur, avoir un carrosse à soi ou être obligé d'emprunter ceux de ses amis, cela est bien différent. Lisette. Vous êtes trop dans le monde pour ne pas le connaître. La plupart des femmes sont plus sensibles à la vanité d'avoir un équipage qu'au plaisir même de s'en servir. Monsieur Turcaret. Oui, je comprends cela. Frontin. Cette fille-là, monsieur, est de fort bon sens. Elle ne parle pas mal au moins. Monsieur Turcaret.
Je ne te trouve pas si sot non plus que je ne t'ai cru d'abord toi, Frontin. Frontin. Depuis que j'ai l'honneur d'être à votre service, je sens de moment en moment que l'esprit me vient. Oh, je prévois que je profiterai beaucoup avec vous. Monsieur Turcaret. Il ne tiendra qu'à toi. Frontin. Je vous proteste, monsieur, que je ne manque pas de bonne volonté. Je donnerai donc à madame la baronne un bon grand carrosse bien étoffé. Monsieur Turcaret. Elle en aura un. Vos réflexions sont justes, elles me déterminent. Frontin. Je savais bien que ce n'était qu'une faute d'attention. Monsieur Turcaret. Sans doute, et pour marque de cela, je vais de ce pas commander un carrosse. Frontin. Fi donc, monsieur, il ne faut pas que vous paraissiez là-dedans vous. Il ne serait pas honnête que l'on sût dans le monde que vous donnez un carrosse à madame la baronne. Servez-vous d'un tiers, d'une main étrangère, mais fidèle. Je connais 2 ou 3 celliers qui ne savent point encore que je suis à vous. Si vous voulez, je me chargerai du soin. Monsieur Turcaret. Volontiers, tu me parais assez entendu. Je m'en rapporte à toi. Voilà 60 pistoles que j'ai de reste dans ma bourse. Tu les donneras à compte. Frontin. Je n'y manquerai pas, monsieur. À l'égard des chevaux, j'ai un maître Maquignon qui est mon neveu à la mode de Bretagne. Il vous en fournira de fort beaux. Monsieur Turcaret. Il me vendra bien cher, n'est-ce pas? Frontin. Non, monsieur, il vous les vendra en conscience. Monsieur Turcaret. La conscience d'un Maquignon? Frontin. Oh, je vous en réponds comme de la mienne. Monsieur Turcaret. Sur ce pied-là, je me servirai de lui. Frontin. Autre faute d'attention. Monsieur Turcaret. Oh, va te promener avec tes fautes d'attention. Ce coquin-là me ruinerait à la fin. Tu diras à madame la baronne, de ma part, qu'une affaire qui sera bientôt terminée m'appelle au logis. Scène 11. Frontin, Lisette. Frontin. Cela ne commence pas mal. Lisette. Non, pour madame la baronne. Mais pour nous, voilà toujours 60 pistoles que nous pouvons garder. Je les gagnerai bien sur l'équipage. Serre-les, ce sont les premiers fondements de notre communauté. Oui, mais il faut promptement bâtir sur ces fondements-là, car je fais des réflexions morales, je t'en avertis. Peut-on les savoir? Je m'ennuie d'être soubrette. Comment diable, tu deviens ambitieuse? Oui, mon enfant, il faut que l'air qu'on respire dans une maison fréquentée par un financier soit contraire à la modestie, car depuis le peu de temps que j'y suis, il me vient des idées de grandeur que je n'ai jamais eues. Hâte-toi d'amasser du bien, autrement, quelque engagement que nous ayons ensemble, le premier riche faquin qui viendra pour m'épouser. Mais donne-moi donc le temps de m'enrichir. Je te donne 3 ans, c'est assez pour homme d'esprit. Je ne te demande pas davantage, c'est assez, ma princesse. Je vais ne rien épargner pour vous mériter, et si je manque d'y réussir, ce ne sera pas faute d'attention. Scène 12. Lisette, seule. Je ne saurais m'empêcher d'aimer ce Frontin, c'est mon chevalier à moi. Et au train que je lui vois prendre, j'ai un secret pressentiment qu'avec ce garçon-là, je deviendrai quelque jour femme de qualité. Fin du 3e acte.